Bonjour à tous, Jean-Luc Vedapodagom, AIKO Branch Chief de La Réunion, 4e Dan, et je m'occupe du club de Saint-Denis et Saint-André. Comment et où avez-vous découvert les arts martiaux pour la première fois? Était-ce du Kyokushin ou étiez-vous impliqué dans un autre art martial? La première fois que j'ai découvert le karaté, c'est grâce à mon père qui a voulu pratiquer étant plus jeune. La non-disponibilité de ses parents pour le faire. Il a reporté son rêve à travers moi. Donc j'ai découvert le karaté à l'âge de 6 ans. Comment avez-vous connu le Kyokushin? Pourquoi as-tu décidé de changer de style d'art martial? Alors la décision d'avoir changé le style d'arts martiaux, étant donné que j'ai pratiqué pendant 18 ans le karaté Shotokan, j'avais deux options, soit faire de la boxe, soit rester en dogi. Donc je me suis orienté vers le karaté Kyokushinkai, étant donné que j'avais déjà un dogi. Qui a été votre premier entraîneur en karaté Kyokushin? Alors à la Réunion, il y a une famille qui est un peu à l'initiative du développement de cet art martial. C'est la famille Masaka. Donc j'ai débuté avec monsieur Alix Masaka à l'âge de 6 ans. Parlez-nous de votre premier entraînement au Kyokushin. Qu'avez-vous aimé? Qu'est-ce que vous n'avez pas aimé? Alors mon premier entraînement de Kyokushin a été surprenant, puisque la transition entre le Shotokan, c'est-à-dire le light contact, et le plein contact a été difficile à aborder, mais d'un point de vue mental, j'ai pu le faire grâce à ma détermination. Et ce qui a été difficile, bien entendu, c'est les coups de pied, donc Gedan Mawashigeri dans les cuisses. En tant que débutant, quelle a été pour vous la partie la plus difficile du processus de formation? Comme je l'ai dit tout à l'heure à la dernière question, c'était de pouvoir encaisser les coups, de les supporter et de faire abstraction de la douleur. Vous souvenez-vous de votre première compétition? Qu'avez-vous ressenti? Avez-vous gagné ou avez-vous perdu? Alors la première compétition, c'était à Paris, c'était le championnat de France. Donc pour moi c'était une première expérience, je connaissais personne. Et je suis allé sans aucune appréhension. Donc ça s'est soldé par une deuxième place, donc vice-champion de France. Et ça a été le début de ma détermination pour les compétitions. Votre première victoire, où et quand a-t-elle eu lieu? En kata. Au Kyokushin. Ok. Dans la vie, j'ai un concept de patience. Ma plus grande vertu, c'est la patience. Donc j'ai dû attendre 40 ans avant d'avoir cette victoire. J'ai toujours eu ce rêve d'obtenir un titre au Japon. Et pour le coup, j'ai réussi à atteindre mon objectif en devenant premier pour le kata online. En parallèle de vos activités de coaching, vous avez participé à des tournois de kata. Êtes-vous toujours actif ou avez-vous décidé de mettre un terme à votre carrière sportive?
Je pense qu'il n'y a pas de pause ou d'être actif ou de ne pas être actif. Je le fais continuellement tant que mon esprit et mon corps soient en phase avec ma détermination. Donc je continue toujours à faire des compétitions kata. Parlez-nous de vos tournois et de votre équipe. Qui faisait partie de l'équipe? Comment et combien de temps a été consacré à la préparation? Comment les participants ont été choisis? Qui faisait partie de l'équipe? Qu'est-ce qui est difficile dans le kata par équipe? Alors, je vais commencer par les difficultés. La plus grande difficulté, c'est de se synchroniser. Alors, comment faire pour se synchroniser? Il faut d'abord vivre ensemble, se connaître les uns les autres, connaître les faiblesses des uns et des autres, mais aussi les forces. Et rassembler tout ça et faire un amalgame pour que tout le monde trouve sa place. Puisque chacun a une présence qu'il faut mettre en avant. Et le fait de synchroniser les trois personnes, ça donne je connais plus. Une symbiose. Oui, une symbiose. Ça donne une symbiose. Combien d'années a duré votre carrière d'athlète et pourquoi avez-vous décidé de ne plus participer à des tournois en combat? Alors, j'ai décidé d'arrêter la compétition combat parce que je voulais développer mon karaté et de transmettre mes compétences et mes connaissances aux élèves. Donc j'ai fait l'impasse en me sacrifiant pour justement apporter ces chemins pour que les élèves puissent aussi, eux, avoir, je dirais, leur chance de parcourir le même chemin que moi. Quelle victoire a été la plus significative pour vous? La victoire la plus significative, ça remonte au championnat d'Europe Open en Moldavie. Nous étions 3 à participer au championnat en team kata. Et là, on a eu une conviction qu'on était parmi les meilleurs Européens. Lorsque vous étiez encore étudiant, quel a été pour vous le moment le plus important dont vous vous souvenez encore aujourd'hui? La rigueur et la répétition, puisque pour obtenir une technique parfaite, il faut la répéter des milliers de fois. Et à cette époque-là, j'étais beaucoup axé sur le kata, donc ça m'arrivait de faire une cinquantaine, voire une centaine de fois le même kata pour que ce soit parfait. Qui ou quoi a été votre principale inspiration dans le sport? Qui en tant que personne? Ou quoi, comme tu veux. Ok, c'est bon. Je dirais que c'est une personne, c'est mon père, puisqu'il n'a pas eu l'occasion et la chance de pratiquer le karaté plus jeune. Donc je suis convaincu qu'il le vit à travers moi maintenant. Et mon père a été vraiment une source d'inspiration pour moi durant toute ma carrière et jusqu'à maintenant. Et je le remercie grandement de m'avoir mis au karaté. Quand as-tu réalisé que tu voulais devenir coach? Comment s'est passée la transition d'étudiant à coach? Alors ça s'est fait, je dirais, d'une manière naturelle, puisque on ne devient pas coach, on est coach. Né dans le sens naître. C'est des prédispositions qu'on a en soi. Et le fait de vouloir transmettre ses connaissances à des jeunes, c'est grandement bonifiant. Par ailleurs, j'ai débuté à
au remplacement du professeur qui était absent à l'âge de 14 ans. À l'âge de 16 ans, je m'occupais déjà d'un petit dojo et à 18 ans, j'avais mon propre dojo. Comment s'est passée votre première séance de formation en tant que coach? Étais-tu inquiet? Tout à fait, puisque quand on démarre l'apprentissage, notamment des enfants, la crainte c'est que les enfants atteignent leur objectif, mais aussi arriver à les capter, puisque un enfant d'âge moyen, le taux de concentration est d'une vingtaine de minutes. Donc j'ai dû créer des exercices pour capter l'attention des enfants, pour pouvoir les amener à ce que je souhaitais. Comment avez-vous équilibré votre entraînement personnel et l'entraînement avec vos clubs? Alors je dirais 2 mots. Donc dans la vie, il faut être organisé et concentré. Quand on a intégré ces 2 mots, on peut tout faire. On peut avoir des semaines harassantes d'un point de vue professionnel, mais aussi contraignantes avec les horaires des cours et même s'entraîner soi-même. Comment votre attitude envers le karaté a-t-elle changé avec la transition vers le coaching? Alors, il n'a pas grandement évolué puisque c'est une chose qui est innée, qui est en moi. Et ça m'a toujours suivi le fait de pouvoir aider, donner de son temps, partager mes connaissances. Ça n'a pas été un frein dans ma carrière. Quelle est la chose la plus difficile pour vous dans le métier d'entraîneur? Il n'y a pas de difficulté. Il faut tout simplement concevoir son plan sur une année, sur la semaine, sur les jours. Et dès qu'on a ça, rien n'est compliqué. Pour exercer le métier de formateur, faut-il une formation spécialisée, un brevet d'État par exemple? Exactement. Il faut, selon les critères de la Fédération française de karaté, il faut un brevet d'État ou maintenant un CQP, certificat de qualification professionnelle enseignant arts martiaux. Quelles valeurs et qualités vous efforcez-vous de transmettre à vos élèves? Alors, moi je m'efforce à les transmettre la rigueur, mais aussi l'humilité. Aujourd'hui, nous sommes dans un monde où tout le monde veut obtenir plein de choses, mais ne souhaite pas faire des efforts pour avoir ce qu'ils veulent. Donc, je leur explique qu'il faut travailler énormément, des fois même répéter le même geste pendant des heures et des heures pour obtenir la meilleure technique possible. Combien de temps a-t-il fallu pour arriver à la ceinture noire? Où et quand cette certification a-t-elle eu lieu? Alors, à mon époque, on avait la ceinture noire uniquement à l'âge de 18 ans. J'ai vite passé mes grades puisque je travaillais durement avec l'aide de mon père. Donc j'étais ceinture marron à l'âge de 9 ans et j'ai dû attendre 9 ans avant de passer ma ceinture noire. Selon vous, qu'est-ce qui fait un coach performant? Alors un coach performant, il doit avoir une certaine maîtrise. Et la maîtrise, c'est 2 choses, je dirais. C'est d'être à l'écoute et avoir de la réflexion pour expliquer aux étudiants, aux élèves, comment faire, comment s'organiser, comment rester concentré. Tout en travaillant comme entraîneur, avez-vous immédiatement ouvert votre propre club ou était-ce un groupe dans un gymnase où vous vous entraîniez déjà? Alors, je n'ai pas ouvert mon propre club de suite puisque je n'avais pas les diplômes. J'ai débuté
avec un petit club dans les hauteurs de Saint-Denis, à Saint-François plus précisément. Donc j'avais 16 ans, sous couvert de l'entraîneur, hein, avec son diplôme. Donc dans ce quartier-là, je suis resté 10 ans. Et beaucoup de jeunes aujourd'hui ont arrêté le karaté, mais leurs enfants sont de retour avec moi. Quel est le nom de ton club? Comment a-t-il été choisi et pourquoi un tel nom? Alors le club principal sur Saint-Denis est Spartiate. Spartiate a été choisi puisque nos entraînements étaient souvent durs. On se réveillait à 5 h du matin pour s'entraîner. On faisait du marathon Kyokushin, je dirais. On commençait à 5 h du matin, on terminait à midi. Et d'où l'idée de ce nom-là, puisque les Spartiates, d'une manière générale, n'abandonnent jamais. Et ils se battent jusqu'à la mort. De combien de personnes était composé votre premier groupe? Alors on a débuté tout petit avec une dizaine d'étudiants, avec 3 ou 4 élèves actifs dans le club. Ces 4 élèves ont été aussi actifs au niveau des compétitions. Compte tenu de la compétition, comment les entraîneurs des autres fédérations ont-ils réagi à l'apparition d'un autre club sur l'île? Pour eux, vous êtes devenu un concurrent. Je ne pense pas, puisque malgré qu'on est sur une petite île, tout le monde a sa place. Tout le monde doit je pense, s'occuper de son organisation. Je n'ai pas d'avis personnel sur ce que les autres pensent ou ne pensent pas de moi. J'ai qu'une seule chose en tête, c'est développer mon organisation et bien entendu ramener mes élèves à un niveau exceptionnel. Quelles ont été les principales difficultés au début des travaux du club? Alors, petit retour en arrière, quand j'étais petit, à l'âge de 6, 7, 8 ans, je rêvais aussi d'avoir un dojo. Donc tous les soirs dans mon lit, je faisais une petite prière et pour que cette prière soit exaucée, pour avoir un jour un dojo. Et ce jour-là fut arrivé après 30 ans d'attente. J'ai rencontré quelqu'un à qui j'ai proposé cette idée un peu farfelue de l'époque de construire un dojo dans un quartier sensible de Saint-Denis. Et l'idée a été acceptée. Nous avons eu quelques embûches au niveau de la construction, mais ça n'a pas ralenti sa construction. Et au final, ça a pris juste 6 mois. Quelle a été la première compétition avec les étudiants de votre nouveau club? Alors la première compétition a été bien entendu l'Open de France pour enfants qui s'est déroulé au mois de janvier avec bien entendu toute la logistique et aussi le problème de l'éloignement, puisqu'on a 12 heures d'avion pour aller à Paris. Bien entendu le froid, le décalage horaire, l'avion, etc. Donc on était une quinzaine de jeunes. Ça s'est soldé par une dizaine de podiums. Qu'est-ce qui distingue votre club des autres qui opèrent sur l'île? Je pense qu'il n'y a pas de distinction. Dans la vie, on peut aller où on veut, où l'on souhaite. La seule chose, c'est que la décision viendra toujours des parents. Et le parent, il est plus à même que n'importe qui de dire ce club-là convient à mon enfant, ce club-là convient à mon enfant. Donc je n'ai pas de publicité ou de baguette magique pour attirer ou proposer des cours mieux ou moins bien que les autres.
Combien d'étudiants compte actuellement votre club? Alors le club compte actuellement 70 adhérents. Avez-vous d'autres entraîneurs? S'entraînent-ils dans la même salle de sport ou ont-ils leur propre salle de sport? On parle de dojo là. Bien entendu, je m'y attache beaucoup puisque je souhaiterais que les étudiants maintenant volent aussi de leurs propres ailes. Donc nous avons 5 étudiants qui font aussi des entraînements au dojo. Et j'ai 2 étudiants qui ont un club actif. Et dans ce club actif-là, nous avons un double champion d'Europe en combat. Y a-t-il actuellement dans le club des étudiants potentiels qui, en théorie, pourraient et souhaiteraient devenir entraîneurs? Bien entendu, dans la formation que propose la Ligue de la Réunion, nous avons validé 3 nouveaux entraîneurs et 2 nouveaux dont doivent suivre la formation de 2024-2025. L'endroit où se situe le dojo est-il considéré comme un bon endroit pour un club? Bien entendu, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un quartier sensible de Saint-Denis. Le but aussi de ce dojo, c'est de rassembler et aussi d'empêcher les jeunes de faire autre chose, de faire des bêtises et de les amener dans un droit chemin. À quel âge les parents peuvent-ils amener leurs enfants à l'entraînement? Alors, d'une manière générale, les cours débutent pour les petits à l'âge de 5 ans. Nous avons mis en place une section de Baba Karaté. Baba Karaté, ça rassemble les bébés de 18 mois à 4 ans. Donc là, l'idée de ce Baba Karaté, c'est d'aller chercher les enfants dans le BSO et de les ramener au dojo pour les inculquer la confiance en soi, le développement de soi, la communication, la sociabilisation. Les parents participent-ils à la vie du club? Apportent-ils leur aide? Bien entendu, j'ai une grande chance d'avoir beaucoup de parents qui sont devenus des amis. J'ai des parents qui sont aussi d'une grande aide pour le dojo, qui sponsorisent les événements, nos déplacements. Et sans eux, bien entendu, on ne pourrait pas réaliser tous ces objectifs-là, clairement. Es-tu un entraîneur strict? Je suis strict parce que j'ai un niveau d'exigence aussi haut que le ciel. Et j'aimerais pas brûler les étapes avec les élèves. Donc, quitte pendant un cours répété 100 000 fois Etsuki ou 100 000 fois Maigeri pour obtenir la technique parfaite. Expulser quelqu'un du club pour avoir enfreint les règles ou pour d'autres raisons? Si oui, pourquoi? Oui, ça m'est arrivé une fois puisque lors d'une compétition, j'avais protégé un élève et je l'avais proposé une autre solution pour le combat. Et suite à ça, il n'avait pas accepté ma décision, donc je lui ai dit que c'était fini sa vie au dojo. Comment motivez-vous vos élèves? Alors, la motivation, ça se passe comment? D'une manière toute simple. Hein. Je leur demande leurs objectifs, quels sont leurs rêves. Et une fois le rêve ou l'objectif dit, ils vont faire un plan. Et ce plan-là, il va devenir réel quand ils auront mis en place des actions, pas des petites actions, mais de grandes actions. Alors les actions, c'est quoi? C'est des sacrifices, de l'investissement, de la présence au dojo. Et suite à ça, ils vont signer, je dirais, cet engagement, le dater.
et par la suite donner un délai. Et une fois ce délai-là écoulé, on s'assoit et on lit la lettre pour voir s'ils ont respecté leur accord. Comment gagner la confiance d'un enfant et devenir pour lui un exemple et une autorité? Alors, gagner la confiance d'un enfant, c'est aussi, je dirais, l'amadouer. L'amadouer, pas dans le sens le câliner, mais lui donner confiance, être son ami, mais aussi se rapprocher de lui physiquement et en lui parlant un peu comme un grand frère ou peut-être, je dirais, un papa. Comment le nombre d'étudiants a-t-il évolué depuis que vous avez commencé à coacher jusqu'à aujourd'hui? Ça s'est fait au fil de l'eau. Ça a eu un gros boom cette année à la rentrée. On a eu une augmentation de 60%. C'est la première fois que ça arrive au niveau du dojo. Je pense que c'est de par nos résultats, mais aussi notre visibilité au niveau des réseaux sociaux. Il est vrai que quelques années en arrière, on n'avait pas pris cette option d'avoir une certaine visibilité, mais actuellement, dans le monde où on vit, on nous demande d'être actifs sur les réseaux. Je pense que c'est lié à ça. Aujourd'hui, y a-t-il des étudiants qui, selon vous, ont connu des grands succès sportifs? De qui et de quoi es-tu fier? Alors, je suis fier de mes filles, puisque j'ai une grande chance que mes 3 enfants pratiquent le karaté. Et les 3 ont un niveau exceptionnel. Et je sais que vivre dans l'ombre d'un père qui est charismatique, ce n'est pas évident, il faut trouver sa place. Et mes 3 filles m'aident énormément au dojo. Elles m'apportent beaucoup d'énergie, beaucoup de force. Et c'est ma plus grande chance. Quelle est la réalisation la plus importante et principale du club au fil des années? Répète. Quelle est la réalisation la plus importante et principale du club? Alors la réalisation la plus importante du club, c'est bien entendu la réussite des étudiants, mais aussi je dirais l'entraide, puisque maintenant au-delà du club, au-delà des entraînements, tout le monde est devenu une grande famille. On a beaucoup de partage, beaucoup de communication et c'est ça qui est la plus grande réalisation du dojo. Quelles sont les compétitions les plus importantes pour votre club auxquelles vous avez participé? Alors nous, au niveau de notre club, la plus grande et plus importante compétition de l'année, c'est les championnats d'Europe qui se déroulent une fois en Pologne et une fois en Bulgarie. On se donne une année pleine pour s'y préparer. Et l'année dernière, ça s'est soldé par une dizaine de podiums. Avez-vous des rituels ou des superstitions avant les compétitions? Alors, on a une préparation rituelle avec le groupe. Donc, on s'isole dans les hauteurs de l'île. Et là, il y a une méditation qui est faite pour amener chacun et chacune à déposer leurs peurs, leurs doutes, leurs inquiétudes dans un endroit spécifique qu'ils ont choisi. Et une fois la méditation terminée, tout le monde est remonté à bloc pour la compétition. Compte tenu de l'emplacement de l'île, des déplacements pour le tournoi et du financement, c'est un gros problème. Comment gérez-vous cela? Alors, la grande difficulté, effectivement, c'est notre éloignement. On nous a même surnommé les pigeons voyageurs du Kyokushin,
Je pars du principe quand on veut, on peut. Donc il y a une grosse organisation avec les parents en amont, mais sans oublier les sponsors qui nous suivent depuis une dizaine d'années. Et d'ailleurs, c'est grâce à eux aujourd'hui qu'on a cette visibilité sur le monde. Existe-t-il des primes monétaires du ministère des Sports ou du gouvernement pour la réalisation sportive des athlètes? Alors au niveau des mairies, il y a une prime pour les athlètes qui ont fait un podium européen et voire mondiaux. Comment est la vie sportive sur l'île pour votre club? Séminaires, écoles, certifications, tournois? Alors nous avons au niveau des tournois 3 interclubs espacés afin de préparer les championnats d'Europe. On a des stages d'arbitrage qui est chapeauté par un élève dans l'Est. On a des séminaires avec des instructeurs du Hambourg, des instructeurs qui viennent d'Europe et également d'Afrique du Sud. Environ à combien d'événements par an vos athlètes participent-ils? Alors nous avons 5 sorties. Quand je dis sorties, c'est hors du territoire, en passant par Los Angeles, le Japon, l'Europe et d'autres pays. Nous avons 5 sorties annuelles. De plus, vous invitez des entraîneurs et des athlètes célèbres et vous organisez des séminaires avec eux sur l'île. Qui est venu vous voir avec des séminaires et à quelle fréquence ont-ils lieu? Alors nous avons eu beaucoup de champions, pour ne pas citer Gemma Belkodja, Antonio Tusso. Nous avons eu par le passé Filio Francisco. Nous avons également eu une pointure en kata Shianito qui est arrivée directement du Japon. Et là, tout dernièrement, Shian Kenny qui est membre du comité mondial d'Afrique du Sud. Votre club participe-t-il à des projets caritatifs ou sociaux sur l'île? Tout à fait. On est partenaire du Téléthon depuis plus de 10 ans. Donc tous les ans, nous apportons notre petite pierre à l'édifice pour aider la science à trouver des médicaments, des vaccins pour les enfants handicapés. Quels sont vos projets pour l'avenir dans le développement du club? Alors mes projets, c'est de former encore plus d'instructeurs et aussi accompagner ces instructeurs à ouvrir leur propre dojo. C'est aussi former encore des athlètes, des champions et développer le Kyokushin à La Réunion. Comment votre formation et votre processus de formation ont-ils évolué au fil des années en tant que coach? Alors, toutes choses évoluent, notamment au niveau de la formation des jeunes. Et ça permet aussi de nous réajuster au niveau de l'apprentissage, je dirais de la pédagogie aussi, mais aussi de la méthodologie d'apprentissage. Comment travaillez-vous avec les débutants au karaté? Alors j'ai plusieurs façons de le faire, une approche plutôt ludique, mais aussi avec un cours qui va aller dans tous les sens, puisque comme je disais, capter un enfant pendant 20 minutes, c'est assez compliqué. Donc partir dans tous les sens, puisque les enfants maintenant sont actifs, même voire hyperactifs. Donc faire des exercices non pas statiques, mais très dynamiques,
sauter, courir, allonger, debout, changer de direction, etc. Quelle est la différence et la difficulté entre enseigner aux adultes et aux enfants? Je dirais qu'il n'y a pas de difficulté. Pour moi, la méthodologie va juste changer. Et aussi, c'est l'expérience qui va m'amener à dérouler mon cours et ma pédagogie en fonction du public. Puisque un enfant, il faudra utiliser un certain nombre de mots. Et un adulte, ça va être peut-être juste un chiffre. Donc, il n'y a pas de difficulté pour l'un ou pour l'autre pour moi. Certaines personnes entre 40 et 50 ans veulent faire du karaté, mais pour diverses raisons, ils ont peur ou sont gênés et pensent qu'il est trop tard. Que pouvez-vous dire? Avez-vous des conseils? Quelle est votre attitude envers les nouveaux arrivants plus âgés? Alors, je dirais que le premier combat pour ces personnes qui ont passé l'âge, c'est de venir au dojo, de s'asseoir et de regarder un cours. Et par la suite, leur expliquer que c'est jamais trop tard. On peut commencer à 50 ans, à 45 ans, à 60 ans. Le but, c'est simple, c'est de trouver son chemin et son bonheur. Comment aider les étudiants à surmonter la peur de la compétition et à gérer la défaite? Alors, il y a un processus, il y a un protocole à faire. C'est de les amener dans un état de méditation et d'aller travailler sur les émotions et de voir où il y aurait quelques blocages et de trouver les clés nécessaires pour les débloquer. Que faire si un élève ou un parent est catégoriquement opposé à la participation à des tournois? Ils ont tout à fait le droit, puisque la finalité du karaté, c'est pas de faire de la compétition, c'est tout simplement trouver son bonheur et s'épanouir dans le dojo. Comment la préparation au tournoi évolue-t-elle à mesure que les élèves grandissent? Alors, je dirais que ça évolue en termes de rigueur, de présence au dojo, mais aussi de participation, puisque les cours vont augmenter en nombre de sessions, mais aussi en nombre de durée de temps. Et ça va amener l'élève à grandir mentalement, mais à aussi grandir physiquement. Il va se renforcer au niveau des articulations, des muscles, etc. Quelle qualité faut-il pour devenir un coach à succès? Alors, pour devenir un coach à succès, il faut d'abord avoir eu l'expérience de vie, pas forcément de la compétition, mais l'expérience de vie et avoir un grand recul et aussi une force mentale pour répondre à tout genre de questions et de ne pas se précipiter, puisque ma plus grande vertu, c'est la patience, mais aussi de l'écoute. Quels sont vos passe-temps en dehors du karaté? As-tu du temps pour d'autres passe-temps? Alors, je n'ai pas de temps pour d'autres passe-temps que le karaté, puisque le temps, chaque personne va donner sa valeur au temps. Et mon temps est compté puisque la transmission est très importante au niveau du dojo. Je n'ai pas d'autres passions, d'autres sports. Ah si, j'ai une passion, c'est la lecture. Je m'y consacre tous les jours. Dès que j'ai un petit moment, je lis une dizaine de pages. Voilà mon seul passe-temps. Comment occupez-vous votre temps libre après l'entraînement? Pas de temps libre. Don't have. Alors,
Où trouvez-vous des sources d'inspiration en dehors du sport? Comme je l'ai dit, c'est dans la lecture, au travers des personnalités qui ont vécu dans le monde, notamment Abraham Lincoln, Charlie Chaplin. C'est des personnes qui sont inspirantes pour moi. Comment voyez-vous un étudiant idéal? Alors, il n'y a pas d'étudiant idéal. Il peut être farfelu, mais avoir un beau niveau. Il peut avoir un bon niveau, mais farfelu. Pour moi, il n'y a pas de critère. Il n'y a pas de critère d'avoir un bon étudiant. Le bon étudiant sera l'élève qui sera présent tous les jours, qui fera ses katas, ses kions, idogeko, ses combats. Il n'y a pas vraiment d'étudiants. Voilà. Comment gardez-vous vos élèves motivés? Alors, pour garder les élèves motivés au dojo, chaque cours de la semaine est différent. Et la semaine suivante, ce sera encore un cours différent de la semaine passée. Donc l'idée, c'est de déstabiliser les élèves pour justement les attirer à réfléchir à ce qu'on est en train de faire. Donc à chaque fois, ils vont revenir pour comprendre ce qu'on a fait comme exercice. Quelle qualité valorisez-vous le plus chez vos élèves? Alors, moi, il n'y a pas une qualité, mais je vais m'appuyer sur la règle des 3D. Donc c'est discipline, détermination et décision. Que ressentez-vous lorsque vous voyez vos élèves réussir? Je suis fier pour eux, puisque j'ai aucune gloire à prendre ou à avoir pour eux. Je suis simplement satisfait pour sa réussite, mais aussi celle des parents. Où voyez-vous votre club dans 10 ans? Il nous manque un titre au palmarès. J'aimerais bien avoir un champion du monde au dojo. Avez-vous pris vous-même la décision de devenir Brown Chief ou était-ce une proposition du Hombu? Alors, c'était une proposition de Shihan Kenny et ma réflexion a été de 5 ans, puisque quand on devient Brown Chief, on doit s'y atteler pour développer ICAO et aussi faire l'impasse sur certaines choses. Donc ça m'a pris 5 ans de réflexion et ensuite j'ai accepté la proposition. Que signifie pour vous être Brown Chief et quelle est sa mission? Alors le Brown Chief doit avoir une étiquette hors pair. Il doit également développer son organisation dans sa région, mais être aussi une personne respectueuse, honorable et très simple. Comment évaluez-vous votre travail en tant que Brown Chief? Alors, j'aime pas le mot évaluer, mais je le qualifierais de très bien, puisque on fait énormément de sorties, on a une grosse visibilité au niveau européen. On s'efforce d'être à jour des compétitions, à jour des stages, à jour des modifications dans les changements de technique ou de kata. Donc je dirais un chiffre entre 0 et 10, je dirais 9. Comment le club interagit-il avec le Hombu et les membres de l'organisation internationale? Il interagit très bien, puisque
la moindre question, le moindre doute que nous avons ici sur l'île, nous pouvons avoir une réponse aussi rapide, donc il n'y a aucun problème sur ce point de vue. À quelle fréquence vous et vos étudiants visitez-vous le Japon et dans quel but? Alors, on y va une fois par an. Le but de ces compétitions, bien entendu, c'est de prendre de l'expérience pour que les jeunes arrivent à maturité et par la suite avoir toute la confiance nécessaire pour aller dans les compétitions internationales. En tant que branch chief et représentant de ICAO, vous organisez chaque année des tournois internationaux. Quels événements organisez-vous et combien d'événements? Alors nous organisons un gros événement au mois d'octobre. Nous invitons les pays européens qui souhaitent de venir participer. Et le but, bien entendu, c'est de faire découvrir la discipline et aussi nos athlètes, hein, puisque on n'a pas la possibilité de faire sortir à tout le monde. Et c'est de rassembler les meilleurs athlètes dans cette compétition pour aussi alimenter nos jeunes en termes de compétition. Fini, non ? Vous avez une famille nombreuse. Comment le karaté et le sport l'influencent-ils? Alors, on avait une règle, on a instauré une règle. À la maison, on ne parle pas de karaté. On pratique uniquement le karaté au dojo. Donc voilà l'équilibre qui a pu faire ce qu'on est devenu aujourd'hui. Tu as 3 filles. À quel âge ont-elles commencé le karaté? Alors, les 3 filles ont débuté le karaté à l'âge de 4 ans et ça s'est fait tout seul, sans obligation, sans pousser. Elles ont naturellement suivi le chemin qui était déjà tracé. Parle-nous de chacune, où et ce qu'elles font actuellement, si elles s'entraînent toujours ou si ce désir a disparu. Alors on va commencer par la première, c'est Ludivine qui a 28 ans et qui est actuellement professeure en histoire géo. Petite pause puisque la priorité maintenant c'est d'assurer sa vie professionnelle. Je suis convaincu qu'elle sera de retour d'ici une année pour peut-être pas dans un premier temps retourner au combat, mais faire une compétition de kata encore une fois avec papa. Alors Coraline, toujours actif. Coraline est infirmière vétérinaire, elle vit en Australie. Elle continue le karaté, elle a terminé 3e en kata et 4e en combat au championnat national en Australie. Je suis convaincu qu'elle va nous accompagner l'année prochaine pour les championnats d'Europe en Pologne. Et pour terminer, Lucille est artiste make-up, travailleur indépendant, elle continue le karaté, elle est championne d'Espagne. Et je suis fier de Lucille puisque c'est un parcours un peu atypique. Est-il facile d'être coach pour ses propres enfants? Alors pour moi non, peut-être pour d'autres oui. Ça s'est fait d'une manière naturelle puisque il n'y a pas d'obligation dans les entraînements, il n'y a pas de poussée ni de cris. Pour moi c'est naturel de pouvoir entraîner ses propres enfants. En quoi l'entraînement avec vos filles est-il différent de l'entraînement avec les autres? Alors il n'y a pas de différence, il y a juste de la confiance dans nos entraînements, mais aussi souvent on communique nous par regard ou avec les yeux. Si nous parlons de filles,
Que pensez-vous de l'expression « le karaté n'est pas fait pour les femmes, les filles » ? C'est tout à fait faux puisque, comme je dis souvent, les filles sont plus fortes que les garçons. Et la preuve, 80% des filles qui s'entraînent au dojo ont des résultats plus qu'honorables que les garçons. Comment les arts martiaux affectent-ils les filles, leur féminité, leur santé ? Alors, les arts martiaux vont donner confiance aux filles, mais aussi leur permettre d'avoir une autre vision au niveau de l'approche quand elles seront dans la foule ou même dans la vie professionnelle. Comment trouvez-vous l'équilibre entre les entraînements, les tournois et la vie de famille ? Encore une fois, j'insiste sur le fait d'avoir une organisation et une concentration. Tout ça c'est fait, je dirais presque naturellement, puisque tout ce que je fais, tout ce que j'entreprends est écrit et préparé à l'avance, donc j'arrive à concilier les trois. L'un des moments forts est les championnats d'Europe à Varna en 2018. Te souviens-tu de lui? Que signifie pour vous cette victoire? Alors, tout à fait, puisque Ludivine, on parlait de rituel tout à l'heure, Ludivine a son rituel, c'est de perdre ses kilos en trop. Et ce rituel-là est répétitif, puisque Ludivine avait 4 kilos à perdre. Et elle n'arrivait pas à les perdre, donc j'ai chaussé mes chaussures et nous sommes allés faire un footing de 30 minutes. Elle a perdu les 300 grammes qui restaient. Et le lendemain, c'était la victoire, c'était la satisfaction de tout ce travail et de tous ces sacrifices. Et je pense que l'univers nous a fait ce beau cadeau. Êtes-vous satisfait de leur réussite sportive? Je suis satisfait et fier, puisque souvent je dis aux filles, le fait de partager une passion avec son papa, c'est une chance rare. Et dans le monde, nous sommes très peu à pouvoir le faire. Si l'un d'eux décide que ce n'est plus pour lui, l'accepterez-vous? Tout à fait, puisque chaque personne a son libre arbitre et aussi son chemin de vie. Et il n'y aura pas de guerre ou de dispute. J'accepterai, puisque c'est leur vie, c'est leur chemin. Moi, le karaté, c'est ma vie, c'est mon chemin. Elles ne sont pas obligées de suivre la même voie. Vous avez un petit-fils et il fréquente déjà le dojo. Quel est son nom? Quel âge a-t-il et quel succès a-t-il déjà eu en karaté? À quelle fréquence s'entraîne-t-il? Qu'est-ce qu'il aime faire ou pas? Alors, il s'appelle Caïs, hein, il va avoir 3 ans en décembre. Il a débuté le karaté à l'âge de 2 ans et quelques mois. Et il est venu au dojo à l'âge de 2 semaines. Hein, il a commencé par les entraînements de sa maman. Il écoutait les odeurs. Et il a participé à la compétition la semaine dernière en exhibition de l'Open de La Réunion. Donc une valeur sûre pour l'avenir, puisque nous sommes là. Caïs est la quatrième génération pour avoir Caïs est la 4e génération qui pratique le karaté. Comment la vie, le climat et la nature à La Réunion affectent-ils l'entraînement et la préparation aux compétitions?
À La Réunion, on a la chance d'avoir le soleil, la mer, la montagne. Et nous pouvons nous entraîner tous les jours, 7 jours sur 7. Grâce à ce climat-là, ça nous permet aussi d'être en grande forme physique lors de nos déplacements. Y a-t-il des particularités de la formation sur l'île par rapport à l'Europe? Alors la particularité, c'est que en 5 minutes on peut être à la montagne comme en 3 minutes à la mer, et le fait de changer d'altitude, ça permet aussi aux jeunes d'augmenter leur capacité physique. Quel est le niveau du Kyokushin sur l'île? Alors le niveau du Kyokushin est je dirais mondial, puisque Ludivine a déjà participé au championnat du monde. Nous n'avons pas à rougir de ça, et il est en haute progression. Quel endroit de l'île trouvez-vous le plus inspirant pour vous entraîner? Alors je dirais qu'il n'y a pas d'endroit particulier, puisque tous les endroits sont particuliers à l'île de la Réunion. On peut s'entraîner en bord de mer ou même s'entraîner à la montagne, et les conditions vont nous permettre de nous épanouir en fonction de soit la mer ou soit la montagne. Pratiquez-vous la méditation ou d'autres pratiques de développement spirituel? Oui, tout à fait, puisque arrivé à un certain nombre d'années de pratique, on développe ce qu'on appelle, pour certaines personnes, le 6e sens, ou un niveau d'intuition un peu plus développé. Donc je pratique de la méditation tous les matins. Que signifie pour vous personnellement le karaté Kyokushin? Alors avant tout, pour moi, c'est plus qu'une école de la vie. C'est un mode de vie, c'est une façon d'être, c'est aussi une autre vision de ce que l'on peut devenir. Comment le karaté Kyokushin sur l'île a-t-il changé depuis que vous avez commencé à pratiquer? L'évolution s'est faite au fil des années. Le niveau a grandement augmenté, et le travail a porté ses fruits, puisque les parents nous ont fait confiance et nous ont accompagnés dans nos différents objectifs. Que vous a apporté le karaté dans la vie? Le karaté vous a-t-il changé d'une manière ou d'une autre? Comment étiez-vous au début et comment êtes-vous maintenant? Alors au tout début, quand j'ai débuté le karaté, j'étais quelqu'un d'impulsif. J'étais un combattant, donc j'avais une seule chose en tête, c'était de détruire, de démolir, etc. Et avec l'expérience et aussi la maturité, ça m'a permis d'avoir de nouvelles bases et d'être plus calme. Et ça m'a développé aussi la notion d'être empathique envers les gens qui sont autour de moi. Quelle est selon vous votre principale réalisation en tant que karatéka, entraîneur et leader? Alors, la réalisation de cet ensemble-là, c'est que aujourd'hui notre club a cette force et cette grande possibilité d'être reconnu par le Hambourg, par l'Europe, par la France, par les nations qui pratiquent le Kyokushin. Quel est votre objectif principal en tant qu'entraîneur? Mon objectif principal, c'est, comme je le disais, c'est d'amener chaque élève, chaque étudiant
à atteindre son but qui s'est fixé. De quoi rêvez-vous dans la vie en dehors du sport? C'est d'être une personne avec 100% de ses capacités mentales. Je sais que sur l'île, vous avez un lieu d'énergie. Comment l'avez-vous choisi et pourquoi vous attire-t-il? Le lieu nous a choisis et cet endroit-là va permettre d'avoir de bonnes énergies et de retirer les mauvaises énergies. Tu viens souvent ici? Ça m'arrive quelquefois. La dernière fois que vous et moi avons voyagé autour de l'île et avons visité votre lieu d'énergie, vous avez récolté diverses herbes. Où les utilisez-vous et à quelle fin sont-elles nécessaires? Alors ça nous vient de nos ancêtres qui ont transmis de manière orale ces plantes qui vont aider à soigner notre corps ou nos articulations, nos muscles lors de nos entraînements ou nos compétitions. Comment rester motivé tout en pratiquant les arts martiaux pendant de nombreuses années? Toujours comme j'ai dit, il faut avoir un but et un objectif. Et tant qu'on ne l'a pas atteint, il faut continuer. Il faut avoir cette détermination, puisque ça fait partie de la vie. Quand on est au sol, il faut la plus grande force, c'est de savoir se relever. Comment comprenez-vous et que signifie pour vous personnellement le mot Ous? Alors pour moi, Ous, ça veut dire plusieurs choses. C'est j'ai compris, je suis d'accord, je suis en accord. C'est plus qu'un oui. C'est aussi une façon de remercier la personne qui nous transmet son savoir. Que signifie pour vous l'esprit du Kyokushin et le fait d'être membre du Kyokushin? Alors pour moi, le fait d'être un membre Kyokushin, ça apporte une valeur sûre à ma personnalité et aussi montre au travers de nos entraînements, au travers de notre façon de faire, d'être une personne en adéquation avec sa pratique martiale. Il y a de nombreuses années, lorsque vous avez choisi le Kyokushin, pensez-vous que ce choix de vie était le bon? Est-ce que vous le regrettez? Totalement non, puisque aujourd'hui, si j'ai atteint tous mes objectifs, c'est grâce au karaté Kyokushinkai. Et bien entendu, on a tous des hauts et de bas, de hauts et de bas dans la vie. La vie est cyclique. Le plus souvent, on est dans le creux de la vague. Ce qui nous maintient, c'est d'aller en haut, de rester en haut de la vague. Si vous n'aviez pas choisi le karaté, que feriez-vous aujourd'hui? Très bonne question. Dans tous les sports où j'y suis passé, dans tous les sports j'ai réussi. Donc pour exemple, j'ai été sélectionné au Krebs de Châtenay-Malabry en tant que gardien de hockey. Donc s'il n'y avait pas eu le karaté, je serais certainement toujours dans le hockey. Étiez-vous doué pour ça? Tout à fait, puisque l'équipe de France voulait absolument que je reste dans cette discipline. Je suis très heureux d'être de nouveau ici dans cet endroit merveilleux pour vous recevoir. J'espère que cette interview aidera la communauté locale à en savoir plus sur vous, sur votre club et sur vos étudiants. Je vous remercie pour votre temps et votre communication
Et à la fin de notre courte communication avec vous, je voudrais vous demander ce que vous aimeriez dire à ceux qui souhaitent commencer à s'entraîner, aux parents, aux futurs entraîneurs et athlètes. Bien entendu, le Kyokushin a une image qui lui colle à la peau, rustre ou rugueux, où les gens ne savent pas réfléchir. On sait qu'une chose, c'est se taper, se frapper dessus. Je voudrais juste démystifier cette idée en disant que le karaté Kyokushin, c'est une excellente école de la vie. Ça nous amène à obtenir ou même aller au-devant de nos capacités. Et vraiment, j'incite tout le monde à venir pratiquer du karaté Kyokushinkai. Et qu'il soit femme, homme, enfant ou bébé, il n'y a pas de limite d'âge.